first approaching those mountains of madness, first approaching those mountains, we must have had some such normal notions to fall back upon as our horizons swept at limitless. Je crois que tous les dos, débouchant finalement de la passe, découvrant ce qui nous attendait au-delà, furent simultanément pris de ce hurlement mêlant la crainte à l'admiration, l'émerveillement à la terreur, incapables d'en croire nos propres sens. Bien sûr, nous devions avoir dans le fond de notre tête quelques théories préconçues pour garder une certaine assurance dans nos facultés à cet instant. Nous songeâmes probablement à de telles choses que les pierres grotesquement érodées du jardin des dieux dans le Colorado, ou aux symétries fantastiques des roches sculptées par le vent dans le désert de l'Arizona. Peut-être tentions-nous encore de croire à la possibilité d'un mirage, tel que celui que nous avions vu le matin approchant de ces montagnes de la folie. Il nous fallait bien nous accrocher à quelques notions ordinaires pour tenir, tandis que nous balayions du regard ce plateau sans limite usé par les tempêtes, et découvrions le labyrinthe sans fin de masses pierreuses, colossales, régulières et géométriquement eurythmiques, qui lançaient leurs crêtes et leurs pics mités sur une couche glaciaire épaisse de 10 à 12 mètres au maximum et par endroits bien plus minces. L'effet de cette vue monstrueuse était indescriptible, tant au début cela semblait une infernale violation des lois naturelles. Ici, sur une table pierreuse, horriblement perchée à plus de 7000 mètres d'altitude, et sous un climat mortel à toute tentative d'y habiter depuis un âge pré-humain d'au moins 500 000 ans, s'étendait jusqu'aux limites de la vision un enchevêtrement ordonné de roches que seul un réflexe mental d'autodéfense pouvait désespérément attribuer à tout sauf à une cause consciente et artificielle. Nous avions initialement rejeté, chaque fois que nous y réfléchissions avec sérieux, toute théorie qui aurait donné à ces cubes et remparts une origine autre que naturelle. Comment aurait-il pu en être autrement, quand l'homme lui-même pouvait à peine être différencié des grands singes à l'époque où cette région s'enfonça dans le règne inviolé de la mort glaciale? Mais voilà que tremblait l'emprise de la raison, tant ce dédale cyclopéen de blocs carrés, courbés, angulaires, avait des caractéristiques qui interdisaient tout confortable refuge. C'était très clairement la cité blasphématoire du mirage dans la sombre, objective et inéluctable réalité. Après tout, ce prodige damné devait bien avoir eu une base matérielle. Il pouvait y avoir eu des strates horizontales de poussière de glace dans la haute atmosphère, et ce qui en survivait dans l'apparence choquante de ces pierres était la projection de leur image au travers des montagnes selon les simples lois de la réflexion. Bien sûr, ce fantôme, on l'avait fait danser, on l'avait exagéré, il comportait des choses que la source réelle ne contenait pas. Mais maintenant que nous étions face à cette source réelle, nous la découvrions encore plus hideuse et menaçante que son image l'était à distance. C'est seulement le caractère massif, inhumain, incroyable, de ces gigantesques tours et remparts de pierre qui avaient épargné l'annihilation à ce monde effrayant au cours des centaines de milliers, peut-être des millions d'années qui avaient roulé toutes les tempêtes de ce morne pays. La couronne du monde, les racines du monde, toutes sortes de phrases fantastiques nous venaient aux lèvres tandis que nous survolions ce spectacle incroyable. Je repensais soudain à ces horribles mythes primordiaux qui me hantaient de façon si persistante depuis ma première découverte du monde mort de l'Antarctique, ou au démoniaque plateau de Leng, aux Migo ou abominables hommes des neiges de l'Himalaya, aux manuscrits dits hypnacotiques avec leur mention du culte préhumain de Cthulhu, au Necronomicon, aux légendes hyperboréennes du Tsathoggua, sans forme, et aux astres encore pires que sans forme, associés à cette semi-entité.
Pendant des kilomètres et des kilomètres dans toutes les directions, cela continuait en diminuant à peine. Bien sûr, comme nos yeux en suivaient l'accumulation tant à gauche qu'à droite, depuis le pied des contreforts qui la séparaient du plus haut rebord de la montagne, nous conclûmes que nous ne pouvions y déceler aucun détrécissement du tout, sinon l'interruption à gauche de la passe par laquelle nous y étions parvenus. Sur les contreforts, ces structures de pierre grotesques tendaient à s'éparpiller, reliant la terrible cité à ces cubes et remparts qui d'évidence formaient leurs avant-postes sur la montagne et dont nous étions désormais familiers. Et ceci aussi bien que les étranges ouvertures de grottes étaient aussi massifs sur les rebords intérieurs ou extérieurs des montagnes. Ce labyrinthe de pierres sans nom était formé pour sa plus grande part de murs de 3 à 5 mètres de hauteur au-dessus de la glace et d'une épaisseur de 1 à 3 mètres. Il était principalement composé de blocs prodigieux, d'une ardoise sombre et primitive, de schiste et de calcaire, des blocs d'une taille atteignant souvent 2 à 3 mètres. Ainsi, en plusieurs endroits, il semblait sculpter à même le solide inégal lit rocheux d'ardoise précambrienne. Les constructions étaient loin d'être de taille égale. C'était un innombrable arrangement en nid d'abeilles atteignant une dimension énorme, autant que de petites structures séparées. Leur forme générale mêlait les cônes, les pyramides, les terrasses. Mais on y voyait nombre de parfaits cylindres, cubes parfaits, grappes de cubes et d'autres formes rectangulaires et d'une récurrence singulière d'édifices angulaires dont la base à 5 branches rappelait grossièrement nos modernes fortifications. Les bâtisseurs avaient fait un usage savant et constant du principe de l'arche, et dans ces beaux jours, la ville avait probablement compté nombre de dômes. L'ensemble de l'enchevêtrement avait monstrueusement souffert de l'érosion. La surface glaciaire d'où s'élevaient les tours était parsemée de blocs écroulés et de débris immémoriaux. Là où la glace était transparente, nous découvrions les parties cachées de gigantesques piliers et remarquâmes, préservés par la glace, des ponts et galeries de pierre reliant les différentes tours à diverses hauteurs. Sur les murs exposés au vent, nous distinguions les lésions marquant là où d'autres ponts et galeries plus hauts de même espèce avaient existé. Un examen rapproché nous révéla d'innombrables et amples ouvertures, quelques-unes fermées par des volets rabattus d'une matière pétrifiée qui avait pu originellement être du bois, mais la plupart ouvertes, bâillant d'une façon sinistre et menaçante. Beaucoup des ruines, bien sûr, n'avaient plus de toit, rien qu'une masse inégale même, aplanie par le vent à leur sommet, tandis que d'autres, d'une forme conique ou pyramidale plus ou moins aiguë, ou protégées par les structures environnantes plus hautes, avaient préservé une silhouette intacte, malgré l'omniprésence des écroulements et des puits. Avec nos jumelles, nous aurions difficilement pu ne pas distinguer ce qui semblait être des motifs décoratifs en bande horizontale, des décorations qui incluait ces curieux groupes de points dont la présence sur les anciennes pierres ponces prenait désormais une signification neuve. Quatre pages de At the Mountains of Madness. Aux montagnes de folie. Sortez la traduction la plus littérale, je crois que c'est celle que maintenant j'ai presque un petit peu dans ma tête. Aux montagnes de folie. Dans l'anglais c'est différent. At the Mountains of Madness, aussi le jeu du mouvement. Aller vers les montagnes de la folie. Ce jeu de l'article pas du tout symétrique entre nos deux langues. Bon, montagne de la folie, c'est la solution la plus simple. C'est At the Mountains of Madness. Ben ouais, elles sont là les montagnes. Et on est dedans, on est attrapé. Un autre jour, si on fait un autre instant Lovecraft, on ira se balader dans les archives du New York Times de 1925. Non, 1928, pardon. Le livre est écrit en 1933. Où on suit... cette expédition de William Byrd est la première qui arrive à transmettre par radio des informations comme ça au fur et à mesure de l'expédition à la presse. Et je pense que c'est cette transmission en réel, comme en temps réel, comme ça, a considérablement, pas frappé, mais ouvert une porte comme ça, non pas à l'imaginaire, mais
à la façon de raconter une histoire. Et William Byrd est le premier à emmener 2 avions au pôle Sud, et dans son exploration aérienne de l'Antarctique, on trouve toutes ces mêmes figures. L'enfermement dans une fissure, l'isolement, la tempête qui fait cesser toutes les communications, la mort des chiens, etc., etc. Et ce rapport, comme ça, c'est pas pour dire qu'il faut à l'imaginaire de Lovecraft un ancrage réel et qui trouve pas ses idées. La fascination pour l'inconnu, le lointain, de toute façon, elle est déjà dans Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, ce mouvement comme ça vers le plein sud, et puis ce danger, et puis cette idée de ce qu'il appelle Nameless City, c'est ces villes sans nom, et puis par exemple ici aussi la convergence avec ces toiles du peintre qui s'appelle Fuseli, avec ces choses géométriques comme ça qui s'empilent. Croyez que c'est une sacrée épreuve, un sacré plaisir le jour où on se dit ça y est, je suis prêt à entrer en tant que traducteur dans les montagnes de la folie. Ça n'a pas été facile, et ce petit livre qui coûte 6,90 €, sur lequel je touche 4% sur chaque achat, vous le trouvez par exemple dans les gares, à la gare Montparnasse, le truc Payot. Vous allez dans le rayon fantasy, il y a plein de bazar de Lovecraft, il y est. Ils sont comme ça. C'est peut-être une belle idée ça finalement. Cette histoire perverse, ces menaces, ces idées, cette folie, cette furie, ce danger. Vous êtes seul avec le livre, et puis vous y allez, dans cette espèce de masse souterraine de tous les dangers, de toutes les terreurs, de toutes les folies. Et puis, on le disperse dans les gares. On les disperse dans les gares, nos petits livres. C'était l'instant Lovecraft numéro 15. Merci.